France Maghreb 2. On a une femme qui a accepté d'être titulaire. Parce que c'est quand même une lourde charge Exactement, ouais. de venir avec une étiquette français et musulman, c'est quand même assez difficile à porter. On devait avoir une autre candidate, mais après réflexion, elle a préféré se désister, ce que je comprends très bien. Mais du coup, on a une femme qui est candidate justement sur ta circonscription, sur ta ville. La 4e, Blanc-Ménil du Nistin-la-Cour. Ah non, excuse-moi, je me suis trompé. Non, c'est Drancy, ouais. Le Bourget, Bobigny. C'est Hanan Zawani. D'accord. Donc bon, elle a fait beaucoup de bruit dans la dans la fachosphère notamment parce qu'elle porte le voile. Voilà. D'accord. Jean-Guy, tu voulais intervenir également? Oui. Bonsoir Jimmy. Moi effectivement plusieurs questions déjà. Pourquoi vouloir insister sur le mot musulman dans la création de ce parti politique? Déjà. On n'insiste pas. En fait, on l'a posé. C'est notre identité. Alors, ne pensez-vous pas que effectivement, en créant un parti dans lequel il y a une connotation religieuse, vous ne pensez pas que vous, d'une certaine façon, vous attirez les foudres. Vous attirez les foudres, d'une part, et d'autre part, vous mettez en retrait, en tout cas, vis-à-vis d'une certaine population qui aujourd'hui, sans pour autant qu'elle ait en tout cas des idées mauvaises vis-à-vis de cette religion, en tout cas, fait le choix volontairement de s'en tenir à l'écart. Qui s'identifierait pas en fait. Qui s'identifierait pas justement à ce parti. Alors, pour la simple et bonne raison, c'est que moi personnellement, dans mon parcours de vie, dans mon engagement citoyen, je me fonde beaucoup sur la loi de 1905 qui est la loi sur la laïcité, qui respecte effectivement le citoyen que l'on est à choisir ce qu'il souhaite pour lui-même. Bien évidemment. Le droit de croire ou de ne pas croire est un droit qui est inscrit dans la Constitution. Et donc moi voilà, là-dessus, je souhaite savoir quel est le but recherché par votre démarche aujourd'hui de créer un parti. Et puis voilà, de savoir qu'est-ce que vous en pensez par rapport justement au fait que aujourd'hui, à mon sens, d'une certaine façon, vous fermez d'une certaine classe de la population. De toute façon, c'est une question qui doit revenir souvent. C'est une question récurrente et c'est pas tout à fait le cas. On se ferme on se ferme pas du tout. Oui et non, ça peut être pénalisant. Et non, ça ne l'est pas pour la simple et bonne raison que, en fait, moi j'ai réfléchi. Nous avons réfléchi, notamment sur, on a essayé d'apprendre de notre passé. Moi j'étais élu sur une liste citoyenne sur la ville de Bagnolet où on avait une tête de liste qui était algérienne et on a eu le droit pendant toute la campagne et bien après une fois élu à la liste communautaire alors que nous nous appelions Dynamique Citoyenne. D'accord. Donc je connais avec Tony Di Martino. Voilà, avec Tony Di Martino, on a fait une alliance avec lui. C'est que même une fois dans la majorité, on était encore stigmatisé alors que quand bien même sur notre liste on nous avait une parité. Il y avait une parité sexuelle parce qu'elle est obligatoire, et j'aimerais dire une parité raciale parce qu'il y avait autant de caucasiens que de français issus de la diversité. Mais le fait d'avoir une tête de liste qui était maghrébine, et pour la plupart de nos concurrents, nous étions communautaires. Donc on s'est dit quoi? On s'est dit, mais quoi qu'il en soit, étant donné qu'on a quand même un président qui s'appelle Nizar Bourchada, qui est franco-tunisien, la grande majorité de nos sympathisants et puis des membres du parti sont issus de la diversité. On s'est dit, quoi qu'il en soit, même si on vient avec une liste citoyenne, on se fera toujours taxer de communautaire. Donc on s'est dit, j'entends, pardonnez-moi, je termine par rapport à ça. On s'est dit, autant l'afficher, comme ça, on nous pose la question une bonne fois pour toutes, on y répond. Et on va sur du concret, et le concret c'est quoi? C'est le programme. Et notre programme, il n'a strictement rien de communautaire. J'entends, et donc je suis effectivement désireux de pouvoir découvrir votre programme par la suite, que je ne connais pas. Je peux m'excuser d'ailleurs pour cela. Pas eu beaucoup de temps ces derniers jours. Mais vous dites effectivement que vous vous intéressez effectivement à tous les Français, que vous êtes dans une démarche d'écoute et d'attention vis-à-vis d'eux. Je trouve ça effectivement honorable. Mais en même temps, dans vos instances dirigeantes, dans la construction de votre parti, il n'y a que des personnes qui sont originaires des pays du Maghreb, par exemple. Donc aujourd'hui, pour moi, quand on parle d'un parti qui s'ouvre vers les autres, en l'occurrence vers un peuple de France qui est cosmopolite, à la fois avec effectivement des Maghrébins, et on doit pouvoir en être fier, des Comoriens, des Haïtiens, des Portugais, des Espagnols, et donc c'est la France d'aujourd'hui. Nous avons subi d'importantes mutations sociales et sociétales, et la France d'aujourd'hui doit être fière de cette richesse culturelle qu'elle a. Et donc moi j'ai une autre question qui me vient aussi à l'esprit et qui m'interpelle dans la construction de votre parti, c'est que pensez-vous apporter de différent par rapport aux autres partis politiques? J'entends que vous avez 99 propositions. Enfin, je suis désireux de les découvrir. Pour législative. Mais oui, pour législative. Mais vous avez été au régional, je crois. Oui. Il me semble. Donc voilà, moi je m'intéresse effectivement de près à ce que vous pouvez proposer. J'aime vous entendre dire que l'humain est quelque chose d'important. Je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui
on manque un petit peu de propositions qui placent l'humain au cœur de nos préoccupations du quotidien. Quand on brave le pavé, quand on va à la rencontre de nos concitoyens, quand on est à l'écoute de leurs problématiques, aujourd'hui, on doit pouvoir être à même de leur proposer des solutions, qu'elles soient pérennes et efficaces dans le temps, des solutions qui soient pragmatiques et non dogmatiques. C'est ce qu'on demande aujourd'hui à la jeunesse de ce pays, de sortir du bois, de mettre en avant en tout cas ses compétences, son expérience, ses connaissances au service de l'intérêt général et non pas d'un intérêt particulier ou d'un intérêt qui est plus dans l'idée de rassembler une communauté, même si c'est pas l'objectif premier de votre démarche, j'entends. En tout cas, à mon sens, dans la construction même du parti, dans les instances que vous avez, voilà, il y a une démarche qui est celle de tendre vers plus de communautaires plutôt qu'une démarche générale, globale de rassemblement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que vous voulez dire. Mais après, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que ce genre de questions, on ne les pose pas à d'autres partis. Alors que quand on regarde bien, la grande majorité des partis sont dans leur construction sont communautaires. Quand on a eu le Parti communiste français, lorsqu'il s'est construit, il s'est appuyé sur la communauté ouvrière. C'est-à-dire que on peut être la communauté n'est pas seulement pour les musulmans. La communauté n'est pas seulement par rapport à une religion. Ça peut être une communauté sportive. Par exemple, je peux faire un parti des footballeurs ou des basketteurs. Mais vous savez très bien. Il y a déjà encore il y a aussi des partis, on en parlait tout à l'heure, il y a des partis par exemple qui se présentent aux élections législatives, qui sont pour les animaux, qui sont pour une certaine alimentation et pourtant on les taxe pas d'être, qui sont un petit peu plus folkloriques aussi. Voilà, on les taxe pas d'être fermés. Donc ouais, c'est vrai qu'on va pas en parler. On va pas parler. On ne dira pas. Donc pour revenir à ce que je disais, ces partis-là, il y a aussi le Lutte ouvrière, il y a aussi le Parti chrétien-démocrate, on les attaque pas souvent, on les attaque pas du tout même. Non. Mais la question en fait, je prends le relais. Ça c'était juste pour répondre à la première remarque, la question que j'ai. Mais je voulais juste rebondir en fait, et j'entends ce que dit Jean-Guy. J'entends que vous êtes dans l'ouverture et que tout le monde est le bienvenu, quelle que soit son obédience religieuse ou pas. Mais est-ce que vous pensez pas que justement c'est plutôt vous limiter à un électorat, parce que français et musulmans français de fait, puisque lorsque l'on participe au processus électoral, que l'on soit candidat ou qu'on soit électeur, on est français de fait. Donc vous adressez aux Français. Musulmans, ça vous réduit quand même. Voilà, être français aujourd'hui, c'est respecter le pacte républicain et les valeurs de la République. Quelles sont-elles? Liberté, égalité, fraternité. Également laïcité. La laïcité est inscrite dans la Constitution. Oui, mais la laïcité est inscrite dans la Constitution et donc aujourd'hui. Encore une fois, nous respectons la laïcité. C'est-à-dire que d'ailleurs même on la met dans notre programme. Là n'est pas la question. C'est qu'aujourd'hui vous avez certainement un très beau programme avec de très très belles propositions orientées humains. Mais aujourd'hui, je crains et je peur, et c'est peut-être un avis personnel partagé par de nombreux auditeurs, mais je crains aujourd'hui que le fait de vous appeler parti français et musulman vous desserve. Parce que certainement dans votre parti, le parti que vous avez construit aujourd'hui, vous avez de très belles personnes. Il y a des chances que ça nous desserve. Mais après, donc le choix aujourd'hui, il y a une expression française qui dit qu'il ne faut pas juger le livre à sa couverture. En gros, ça signifie que on peut avoir un livre moche, avec peut-être un titre pas très accrocheur, mais qu'à l'intérieur il y a des choses très intéressantes. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que les gens poussent l'analyse du programme, poussent jusqu'à analyser le programme, qui ne s'arrête pas seulement à français et musulmans. Parce que quoi qu'il en soit, comme je dis, comme tout parti, on a une base. On va pas se mentir, notre base électorale, étant donné qu'on est musulman, c'est des musulmans. Mais on est obligé d'avoir une base, quoi qu'il en soit. Sinon, on ne serait pas un parti politique. Laisse-le terminer. Sinon, on ne serait pas un parti politique. Mais quand on regarde le fond, quand on regarde notre programme, on s'adresse à tous. Et surtout, et une des raisons aussi pour lesquelles on a pris français et musulmans, et le plus important dans notre nom, c'est le « et ». C'est parce que pendant des années, il y a eu un travail politique et médiatique qui a été mis en place afin de mettre cette communauté musulmane à l'écart, de faire de ces musulmans, de faire des musulmans des citoyens de seconde zone. Donc nous, le message qu'on envoie avec ce titre, avec le nom de français et musulmans, c'est que on est tout aussi français que vous. On est français et musulmans. Sauf que français, nous le sommes tous. À partir du moment où on respecte les lois républicaines, mais du coup, les valeurs républicaines. Sauf que nous sommes tous, n'ont pas la même vision. Sauf que la religion aujourd'hui, qui plus est la religion musulmane,
on doit avoir ce respect de la vie privée de chacun. Chacun est libre de croire ou de pas croire. La religion musulmane, pas notre religion. comme de n'importe quelle autre religion, relève à mon sens du domaine de la sphère privée. Oui, sauf qu'aujourd'hui, un parti politique, et on n'impose pas notre islamisité. Il y a aucun. Sauf que je vous invite du coup à lire le programme. Sauf qu'aujourd'hui, vous mettez en avant musulmans. Je suis désolé, mais après, on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais en tout cas, c'est mon avis. On met en avant musulmans. En tant que citoyen, entendez ce que j'ai dit juste avant. Je disais quoi? Je disais, faut pas le décomposer déjà. C'est vraiment français et musulman. Oui, c'est un tout. C'est un seul élément. On n'a pas mis français en minuscule et musulman en minuscule. On est sur la même ligne. Quand tu regardes bien alors je vais donner un coup d'épée dans l'eau. Pardonnez-moi de vous interrompre. Mais on est en France, donc le parti il est forcément français. Pourquoi vouloir insister sur le mot musulman? C'est justement ce que je disais derrière. Quel but vous recherchez? Je vais me répéter un petit peu, mais c'est ce que je disais. C'est que simplement, j'ai pas nécessairement eu les réponses aux questions posées. En fait, ce que je disais, c'est que on nous traite musulmans comme des citoyens de seconde zone. Nous, on sait qu'on est français. Mais quelle est l'image qu'on doit véhiculer en tant que citoyen musulman? Nous, on sait qu'on est français. De fraternité envers nous, mais également envers les autres. On sait qu'on est français. Maintenant, c'est qu'il y a certaines personnes. Alors, le problème de cette stigmatisation, parce que ça a un nom, c'est la stigmatisation, c'est que il y a d'un côté ceux qui se servent de ça pour pouvoir avancer, notamment politiquement, médiatiquement. C'est-à-dire que quand, par exemple, dans les médias, quand il n'y a rien à faire, vas-y, on va faire un buzz sur une femme qui est volée sur la plage. En plus, à ce qui paraît, il y avait aucune femme volée. Mais voilà, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, très très vigilant avec ce qu'on dit. Ce que je veux dire par là, parce que là, on tombe dans l'amalgame. Et après, ce que je veux dire, non, mais c'est pas l'amalgame, c'est un fait, c'est factuel ce que je dis. C'est-à-dire que il y a quand même un arrêté anti-burkini qui a failli aller jusqu'à une loi parce qu'on a trouvé une femme. Sauf que si vous regardez, elle a été annulée parce qu'il était mais bien évidemment, mais elle était annulée quand? Sauf que si vous regardez la société française sous l'angle des médias traditionnels comme BFM TV ou télé, en fait, moi je regarde sur le prisme de la population. Je suis désolé. Moi, en tant que citoyen lambda, je ne regarde pas bien évidemment la société française sous le prisme des médias. Mais malheureusement, il y a une grande majorité des gens qui ne vivent la France qu'à travers ces médias-là. Les amis, on va avancer un petit peu, on va passer à la publicité pour s'en débarrasser, puis ensuite on va avancer sur le programme et sur justement la liste candidate de ce parti français et musulman. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Allez, de retour dans les studios de France Maghreb 2, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bon courage à vous si vous préparez vos examens de fin d'année. Bon courage à vous également si vous êtes en train de coller des affiches pour les élections législatives, et je sais que c'est le cas de pas mal de monde en ce moment. Sur le plateau, nous avons toujours Jean-Guy Audou, Abdeslam Itache, Jimmy Para pour le parti français et musulman, et nous a rejoint Moussab Ouartatani, lui aussi tête de liste pour le parti français et musulman, mais sur la ville de Saint-Denis, sur la circon de Saint-Denis, c'est ça. Bonsoir et bienvenue. Oui, c'est Amarikum, bonsoir. Et derrière, nous avons Diala qui nous rejoindra également tout à l'heure sur le plateau pour parler également de cette campagne législative. Alors, Moussab, puisque tu viens de nous rejoindre, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous parler également du parti français et musulman? Tu vois que depuis tout à l'heure, déjà, les échanges sont assez vifs, mais c'est bien, ça prouve l'intérêt. Les gens s'intéressent et veulent en savoir davantage sur vous. Ok, très bien. Donc, pour ce qui me concerne, Moussab Ouartatani, professeur de mathématiques, 34 ans. Et donc je suis le candidat de Français et musulmans dans la deuxième circonscription. Il y a la ville de Saint-Denis, la partie nord de Saint-Denis, Pierrefitte et Villetaneuse. Donc oui, je vous écoutais tout à l'heure quand vous parliez du Nant, c'est le fameux débat qui revient très souvent avec les électeurs comme avec les hommes politiques, les gens qui s'intéressent à la politique. Je pense qu'à un moment donné, faut arrêter, faut passer à autre chose parce que sinon on fait du surplace. Moi, je vais vous dire la vérité. Il faut casser ce complexe. Voilà, on est musulman, on n'a aucun problème à l'afficher, et je comprends pas tous ces débats parce que en France comme en Allemagne, il y a des partis qui se réclament du christianisme. Il y a le Parti chrétien-démocrate en France, comme la CDU dirigée par Angela Merkel, qui est donc quelqu'un de très connu, la chancelière depuis plus d'une décennie qui dirige l'Allemagne, et elle est une dirigeante d'un parti démocrate chrétien.
Voilà. Et puis les gens ne se posent pas des questions sur pourquoi ils ont mis chrétien et pourquoi. Voilà, on passe à autre chose. On passe sur les questions du programme, les propositions, ce qu'on revendique, ce qu'on critique chez les autres partis politiques. Aujourd'hui, voilà, il y a la question de l'éthique. On voit aujourd'hui, il y a l'affaire de Richard Ferrand, le secrétaire général En Marche. Ouais. Il y a ces dossiers qui sont en train de sortir. Et donc voilà, on a une critique sur les différents partis traditionnels qui existent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a créé un autre parti. Il y a des stratégies qui se respectent. Il y a la stratégie où on se réclame clairement musulman, et d'autres qui veulent travailler sur une stratégie citoyenne ou une stratégie où ils veulent intégrer les partis traditionnels qui existent pour essayer de travailler de l'intérieur et faire bouger les choses. Voilà, toutes les stratégies se respectent, et à partir du moment où on se bouge pour le bien commun et pour les citoyens, pour l'intérêt général, tout simplement. Alors pour vous, c'est la même question que je vous pose qu'à Jimmy. Pour vous, quel est l'intérêt, l'enjeu majeur ou le plus important de ces élections législatives? Écoutez, aujourd'hui, je crois que ces élections législatives sont vraiment différentes des précédentes, parce qu'on le voit bien, là, il y a un engouement. On voit que on ne connaît pas très bien à l'avance ce qui va se passer là. Est-ce qu'il va avoir une majorité ou pas pour le président? Il y a une recomposition politique avec ce nouveau mouvement En Marche. Le clivage droite-gauche qui est en train de s'effacer. On sait plus très bien qui est à droite, qui est à gauche. Les citoyens qui veulent se réapproprier la chose politique, donc on le voit dans les mouvements comme France Insoumise ou En Marche, et il y a beaucoup de candidatures citoyennes dans les différentes circonscriptions. Il y a des circonscriptions à 22 candidats, c'est incroyable, la circonscription de Valls, il y a 22 candidats, c'est énorme. Avec Dieudonné, je crois d'ailleurs, c'est dit en passant. Oui, il y a la tienne aussi, je crois, il y en a la mienne, il y en a 19. Bon, il y en a qui commencent à fuir ce matin au niveau de la commission de propagande, il y en a 2 qui sont pas venus, je m'y attendais de toute façon. Je crois qu'il y a eu des retocages de fait, il me semble, sur les déposes de candidatures. C'est la preuve. Non, il n'y a aucune candidature. Moi, j'étais ce matin à la préfecture. Il n'y a aucune candidature qui a été rejetée. En tout cas. Après, il y a des gens qui, à la fin. De notre côté, il y a des professions de foi qui n'ont pas été validées. Oui, les et vous êtes sur le 93, je crois. Oui. Voilà. Et donc, il y a des professions de foi, c'est vrai. Des questions de couleur et tout. Qui sont très exigeantes. Ça nous arrive à nous aussi. Mais après, c'est pas parce que les professions de foi n'ont pas été validées en commission de propagande que les candidats ne vont pas se présenter. Oui, non, bien sûr. C'est pas, ça n'invalide pas la candidature. C'est ça. Moi, par exemple, ma profession. Sauf que derrière, c'est extrêmement rigoureux, et on peut aller vers une invalidation d'une élection, parce que si les documents de propagande ne sont pas validés, justement, il peut aller vers. Mais là, quand on voit, il y a quand même une exagération. Par exemple, je vais parler de mon cas personnel, parce que moi, j'avais un code couleur qui était orange, blanc, noir, et ma profession de foi ainsi que mon affiche s'est vue retoquée. Pour la simple et bonne raison que pour la personne qui a vu mon affiche et ma profession de foi, elle a trouvé que l'orange était trop rouge et que le noir, qui virait un peu sur du gris, devenait bleu. Alors que pas du tout. Ouais, c'est pas faux. On en a eu une problématique identique ce matin où on avait effectivement du bleu sur la photo du candidat donc titulaire. On avait du lettrage rouge pour la désignation du nom du titulaire, y compris moi en tant que suppléant. Et donc on avait du blanc sur ma chemise. Et donc pour cette raison-là, bleu, blanc, rouge n'a pas été validé. Donc on a dû effectivement reprendre. Vous aviez moins du bleu, blanc. Dans mon cas de figure, il n'y a aucun rouge. Encore le bleu était limite gris, enfin bref. Mais voilà, si on peut peut-être revenir sur le sujet, ce que c'est moi je trouvais intéressant aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous sur la création de votre parti, sur votre projet. Moi j'ai 2 questions, mais questions brèves. Comment comptez-vous peser dans le jeu électoral à venir? Et si vous aviez 3 propositions phares à nous citer ce soir sur les 99 propositions que vous évoquiez tout à l'heure dans le cadre de cette campagne législative, quelles seraient-elles en matière d'éducation, par exemple? C'est une proposition majeure pour moi en termes d'éducation, parce que l'éducation pour moi c'est ce qui me semble important aujourd'hui de soulever comme point. Sécurité et logement et emploi. Et l'emploi aussi, oui. Je voulais juste rajouter un point par rapport au parti, parce qu'on est sur le terrain, on est en pleine campagne. Moi, j'ai eu
des chrétiens qui vraiment soutiennent la démarche. Ils sont vraiment contents. Et moi, ça m'a surpris, hein, bien sûr. Je me dis, voilà, ça les dérange pas du tout qu'on se nomme français et musulman, et ils comprennent très bien notre démarche. C'est à vous après de fixer le cadre de cette inscription, en tout cas dans cette démarche-là générale de citoyenneté. C'est à vous d'expliquer aussi et d'expliquer pourquoi vous faites ce choix-là. Oui, voilà, tout d'être simplement. le plus clair possible, voilà, le plus clair possible, mais aussi d'avoir d'une certaine façon un code de déontologie et une éthique que vous pouvez transmettre. Bien sûr. Parce que cela, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, bien entendu, on reste sur des stigmatisations, sur des préjugés, sur des amalgames permanents d'une classe, d'une population qui, sans lui rejeter une certaine faute, n'a pas nécessairement compris l'intérêt, l'objectif pour vous de créer ce parti. Alors moi, j'ai bien noté que vous aviez encore un certain nombre de propositions, c'est intéressant. Je le dis bien, si vous l'avez fait, c'est qu'il y a des raisons. Mais aujourd'hui, vous méritez effectivement d'être connu, en tout cas que la désignation de votre parti, l'éthique, la déontologie soit connue de telle façon à ce que ça puisse lever le voile, le dire, sur une situation qui aujourd'hui peut poser problème. Donc à mon sens. Pour ce qui concerne les enjeux électoraux, là, on s'est attaqué, c'est vrai, à une grosse élection. Hein. Les élections législatives, c'est pas forcément évident, donc il y a un programme on est censé représenter le peuple dans son intégralité, à savoir être à l'écoute de ses problématiques, de ses préoccupations. Vous l'aviez dit tout à l'heure, Jimmy l'a rappelé, que l'écoute est quelque chose de très important, que l'humain au cœur de votre projet est important. Il me semble important aujourd'hui, si on veut se démarquer des autres partis politiques, qui aujourd'hui ont totalement abandonné le terrain, d'accord, de se démarquer de cette ligne-là et donc de placer l'humain au cœur du quotidien. Et je donne un exemple parce que je suis effectivement suppléant sur une liste dans le 93. Nous, on a en face de nous, on a 14 candidats sur les listes. On a en face de nous des candidats qui sont maires de grosses villes et qui, en plus d'être maires de grosses villes, sont vice-présidents du conseil général du 96. Conseil départemental, pardon. Voilà. Et donc, on trouve ça normal. Donc, ils sont à la fois maires, vice-présidents du conseil départemental, y compris président du bailleur de leur ville. Et derrière, ils veulent être députés. Donc, à un moment donné, soyons sérieux. Quand on veut représenter nos concitoyens dignement et remplir sa tâche et sa mission dans de bonnes conditions, il faut le faire de manière sereine. Il faut le faire de manière entière. Pour rebondir sur ce que tu dis, mais ça, on l'a vu, on le voit déjà pour la législative de 2012. La plupart des candidats qui étaient le moins présents dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'était des candidats qui avaient une double casquette. Et celui qui a eu la plus mauvaise note, c'était, il me semble, le maire de Drancy, Lagarde, qui est également qui est maire de Drancy et député, qui était pratiquement pas à l'Assemblée nationale, et qui a cédé sa ville à sa femme. Bon, ça c'est anecdotique, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'air de faire une fixation sur l'identité de votre parti, qui est parti français musulman. Mais je pense que ce qui à mon sens pourrait vous aider, peut-être expliquer aussi aux auditeurs qui nous suivent, là, les propositions que vous pouvez faire. J'ai posé. Non, mais j'étais en train de répondre par rapport aux enjeux électoraux. On va le laisser répondre sur les propositions. D'abord sur les enjeux électoraux. Donc, c'est une grosse élection. Nous, on a comme objectif de vraiment peser dans cette élection législative. Si on arrive à avoir un candidat au deuxième tour, ça serait vraiment quelque chose de bien pour un parti qui a moins d'un an. Mais je pense qu'on peut faire vraiment des scores importants qui va pousser les partis traditionnels présents dans ces différentes circonscriptions à nous prendre en considération. Et moi, je le vois déjà autour de moi, là, dans le marché, ils commencent à tourner autour de nous. Ils s'attendent peut-être on puisse les aider s'ils passent au deuxième tour. Donc on commence à avoir un certain poids. Ils savent très bien que le fait de s'appeler français et musulman, ça va toucher énormément de personnes dans ces circonscriptions. Et donc du coup, j'espère que pour ce qui concerne les futures échéances, donc les municipales, on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant et d'avoir des scores importants dans certaines villes. De récupérer une ville surtout. Voilà. D'essayer d'avoir une ville. Voilà, si on peut viser une ville importante du 93, ça serait bien. Alors, concernant les propositions, donc voilà. Oui, on a 99 propositions, on a travaillé sur les différentes thématiques. Pour ce qui concerne par exemple l'éducation, on partage par exemple le même point de vue que la proposition proposée par Macron sur la réduction des effectifs dans les classes de primaire. Ça devient vraiment une priorité. Aujourd'hui, l'éducation, ça doit être vraiment la priorité. Surtout réduire le nombre d'élèves, qui me semble important, en zone d'éducation prioritaire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, dans ces zones-là d'éducation prioritaire, tout en affectant
prioritairement des enseignants expérimentés, parce que là aujourd'hui il y a véritablement un problème dans ces académies assez difficiles, comme l'académie de Créteil. Eh bien, comme les premiers affectés sont ceux qui viennent d'avoir le concours, eh bien ils sont pas donc expérimentés, se retrouvent face à des classes peut-être difficiles à gérer. Et du coup, on se retrouve avec des absentéismes très importants aussi, puisque il y a des professeurs malheureusement se retrouvent en difficulté, s'absentent, il n'y a pas de remplacement. Il y a des fédérations de parents d'élèves qui ont fait des calculs sur plusieurs mois de perdus durant l'année pour certains élèves. C'est une catastrophe. C'est exact. J'en parle justement à Fossi il y a 2 jours. Ouais. C'est un fait totalement hallucinant. Mon petit garçon qui a 7 ans, il se retrouve aujourd'hui en CE1. Dans une école élémentaire, donc dans le 93, il en est depuis le début de l'année à son 5e, 6e changement de professeur. Ouais, c'est énorme. Et donc on parle beaucoup d'absentéistes. Mais je viens de lire tout à l'heure un article là du Parisien, c'est en train de se répandre même dans le 92. C'est une catastrophe ce qui est en train de se passer. Mais pardonnez-moi, avec tout le respect que je dois aux habitants du 92, on n'a pas du tout les mêmes moyens dans l'éducation nationale, si on parle de ce sujet, que dans le 93. Certains enfants de certains établissements scolaires dans le 92 disposent de tablettes pour travailler. Oui, c'est vrai. Alors que dans le 93, on a des PC qui sont relativement anciens, dans lesquels il y a souvent des problématiques fonctionnelles, de hardware ou de software, donc logiciel ou matériel. Et donc à un moment donné, il y a une vraie problématique de moyens et de ressources. On place toujours les ressources, en tout cas au mauvais endroit, et à mon sens, on n'accorde pas la priorité là où elle devrait être accordée. Alors, les amis, on va avancer un petit peu sur vos propositions. Sur la sécurité, par exemple. Nous, on fait le constat que la police d'aujourd'hui, elle est vraiment déconnectée de la population. On a créé un rapport avec les habitants conflictuels. Et on veut rétablir la police de proximité qu'a supprimé Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. On a besoin d'une police au service des habitants, proche des habitants, qui connaît les habitants, et pas une police pour réprimer, pour intervenir comme des cow-boys qui arrivent dans un quartier, et c'est normal qu'ils se fassent pas aimer si on a une approche comme celle-là. Moi, j'admire là ce que fait en ce moment là Adama Traoré dans la ville donnée. Il se bat pour le rapprochement police habitant, et on l'aide pas. On l'aide pas. C'est vraiment triste. Que l'État, la municipalité ou la police elle-même ne fait pas ce qu'il faut pour. On parle de police de proximité, mais il était d'usage avant, quand j'ai dit avant, il y a quelques années, d'avoir des médiateurs dans les quartiers. Médiateurs qui faisaient le lien entre d'un côté la population et le cadre administratif, juridique et policier. Donc qui effectivement était chargé de rétablir, de recréer du lien entre les habitants, entre eux, et puis de donner un cadre normé, donc qui effectivement plaçait des règles et le curseur là où il et parallèlement, il faut absolument lutter contre les bavures policières. Il faut aussi, justement, pour créer un climat de confiance entre la police et les habitants, mettre en place ce qu'avait promis Hollande et qu'il n'a pas mis en place, le récépissé du contrôle d'identité. C'est pas la première et c'est pas la dernière promesse qu'ils n'ont pas respectée. Moi, je reprends toujours la promesse du droit de vote des étrangers aux élections locales. Ça fait plus de 30 ans. Franchement, ça doit être un argument à chaque fois pour se rêver, pour se dire faut arrêter de se faire trahir par ces politiques. Donc on disait le récépissé du contrôle d'identité. Après, il y a la question des caméras portatives sur les uniformes des policiers. Je sais qu'ils le mettent en expérimentation. Ils l'ont pas généralisé encore, mais ça doit être aussi très vraiment une priorité pour éviter ces bavures. Vous êtes pour ? Moi, je suis pour, et c'est dans notre programme, les caméras portatives, pour justement, je parle des caméras portatives sur les uniformes des policiers. Mais justement, tout à l'heure, vous abordiez le fait qu'il faille des enseignants qualifiés dans des départements à l'identique. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'agents de police justement qualifiés, chevronnés, qui exercent depuis très longtemps, plutôt que d'avoir des jeunes qui arrivent et qui sont un petit peu affolés de venir travailler dans le 9-3. Je la fais un peu. Oui, t'as raison. Justement, j'allais en venir. C'est dans notre programme. Donc, c'est dans le programme, c'est de mobiliser dans les zones dites à risque tendu, donc les quartiers prioritaires,
des policiers qui sont plus expérimentés. Là aujourd'hui, en ce moment en France, on a, et c'est la même chose pour les professeurs, hein. Ce qu'on a, c'est que par rapport à l'ancienneté, plus un policier et plus un professeur est expérimenté, plus il récolte des points et plus il a une chance de se mettre de se placer dans une ville, d'évoluer. Voilà, non, même pas d'évoluer, parce que bon, après l'évolution on peut la faire au sein d'une ville comme je vais prendre Montreuil. Mais le truc c'est quoi, c'est que du coup là c'est pour les policiers ou pour les professeurs, plus ils prennent de l'expérience et plus on les éloigne des zones où on a plus besoin d'eux. Les professeurs expérimentés, je suis désolé, on en a besoin surtout dans les ZEP. On a plus besoin dans les ZEP que dans des. Mais ils veulent pas y aller. Ils veulent pas y aller. Mais du coup, après, faut mettre en place aussi des primes, mesures incitatives, les incitant voilà, à aller dans ces ZEP, plus importantes que ce qui existe déjà. Mais eux, ils n'y vont pas parce qu'il manque de primes. Ils n'y vont pas parce que ils sont en insécurité. Donc il faudrait peut-être rétablir la sécurité. Ça va faire. Déjà, si on fait une réduction des effectifs, c'est un tout. Hein, donc c'est lié. C'est lié. La réduction des effectifs, c'est très important parce que là, c'est pas évident de ce genre de classe dans le 93. Il y a les problèmes disciplinaires et tout qui empêchent justement l'enseignant d'exercer correctement. Donc il faut donc question très brève, un certain nombre de mesures pour améliorer le cadre. Ouais. Très rapide. Oui. Moi, je tiens déjà à saluer toutes les forces de l'ordre qui aujourd'hui garantissent notre sécurité. On l'a encore vu ces derniers mois lors de nombreux attentats que nous avons connus. Voilà, l'Angleterre a été durement frappée il y a quelques jours, mais pensées les plus sincères vont en direction du peuple de Manchester, en tout cas, qui a été victime d'un terrible et d'un lâche attentat. Donc voilà, mes premières pensées en parlant de sécurité ce soir sont à l'attention du peuple anglais. Pour avoir moi-même bossé dans l'urgence il y a quelques années en tant que pompier de Paris, pour avoir travaillé avec des policiers, les problématiques d'il y a 15 ans existent toujours aujourd'hui. On parle de difficultés aujourd'hui des forces de l'ordre pour exercer dans de bonnes conditions. Bien entendu qu'il est question de formation, d'accompagnement de ces policiers aujourd'hui. Parce qu'on oublie de dire aujourd'hui que parmi les forces de l'ordre, il y a beaucoup aujourd'hui qui sont à la limite du burn-out. D'accord. Ouais. Et du suicide, aussi, on en parlait encore la semaine dernière. Parce qu'il y a un manque d'effectifs aussi chez les policiers. Oui, il y a un manque d'effectifs, certes. Il y a le 93 manque énormément d'effectifs. Il y a un manque d'effectifs, certes. Il y a un manque de formation, certes. Mais il y a un manque aussi d'accompagnement d'une hiérarchie qui les laisse dans le chaudron de situations qui sont de plus en plus délicates et difficiles à supporter. Donc voilà, aujourd'hui, il faut de l'accompagnement, mais plutôt que de taper sur la force de l'ordre, il faut pouvoir compter sur eux, avoir confiance en eux. On tape pas sur eux. Non, je ne le dis pas de votre position. Je dis simplement qu'il y a une catégorie de gens aujourd'hui qui se disent, voilà, qui disent ou qui crachent à tout va sur les forces de l'ordre, mais on a besoin d'eux. S'ils n'étaient pas là aujourd'hui pour nous assurer une certaine sécurité. Mais on peut quand même mais on sait très bien aussi quand même. Quand il saluait le travail d'Adama Traoré, on va dans la même vision qu'Adama Traoré. Adama Traoré, il veut justement créer ce lien entre les quartiers et les policiers parce que le problème des quartiers, des gens, moi je suis ici quartier, c'est qu'on a une mauvaise vision par rapport à la télé, peut-être par rapport au clip de rap, par rapport à plein de choses, mais on a une mauvaise vision du policier, alors que le policier. Là, ça existe dans certains quartiers d'où je viens. On l'a mis en place avec des amis, des élus, où on a prévu des réunions prévention pour police habitants, pour rappeler effectivement le fait que. C'est le travail d'élus locaux ou de députés ou de. J'allais dire même c'est un travail à l'échelle nationale qu'on doit faire. Les amis, on va avancer un petit peu parce que Diala aussi doit prendre la parole. Je vais vous demander de vous avancer un petit peu, de vous présenter, Diala. Et il y a pas mal de choses aussi encore à aborder, la discrimination, l'emploi, la parité homme-femme, etc. Et Diala, alors. Vous faites partie du parti français et musulman. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce parti pour y adhérer? Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors déjà je voulais me présenter, Diala Mzalouat, maman de 3 enfants. Je suis juriste de formation. Voilà. Pourquoi français et musulman? Parce que je me suis rendu compte que finalement les musulmans aujourd'hui sont devenus un enjeu politique. Il ne se passe pas une élection sans qu'on parle de l'islam, des musulmans. Donc à une réponse à une problématique politique, il faut forcément une réponse politique. C'est aussi en créant ce parti politique que j'ai très à cœur. C'est aussi s'émanciper politiquement et puis c'est aussi redonner la voix aux quartiers populaires qui se sentent aujourd'hui exclus de la politique. Donc c'est pas comme ça qu'on va avancer, c'est pas en excluant une large frange de la population que notre pays avancera dans un bon sens. Je me rends compte surtout que effectivement ces quartiers populaires peuvent être représentés aux élections municipales.
c'est très récent, hein, peuvent être représentés encore, quoique. Là, j'ai juste les élections municipales à citer comme exemple, mais en tout cas, leur voix s'arrête à l'Assemblée nationale. Donc, il était important de constituer ce parti politique pour redonner un sens à la politique, et puis c'est aussi pour dire que les Français, on n'est pas uniquement droite-gauche, on est aussi, on est des Français à part entière, tout entière, en étant gauche et droite. Notre parti, il s'adresse à tous, pas uniquement aux musulmans. Pourquoi Français musulmans? Parce que on se revendique d'une certaine éthique, une éthique avec des idées, des propositions qu'on va retrouver très à gauche, des questions sur les questions sociales notamment, et puis sur les questions sociétales à droite. Donc voilà. Les questions de probité aussi, peut-être aussi, hein, parce que dans la classe politique, il y a voilà, beaucoup de choses à c'est revoir. aussi ça. Très bien. On va avancer un petit peu parce qu'il vous reste très peu de temps pour terminer cette émission. J'ai lu quelque part que vous souhaitiez à un moment donné l'abrogation de la loi Stasi, il me semble. C'est toujours d'actualité ou pas, Jimmy? Alors, avant d'abroger une loi, il faut d'abord faire une étude dessus, savoir quel a été son impact. Donc, avant d'abroger cette loi, nous voulons savoir justement l'impact. Mais nous sommes convaincus, à Français et musulmans, que l'impact de la loi Stasi a forcément été... Ouais, explique aux auditeurs déjà. Ouais, alors la loi Stasi, c'est l'interdiction des signes dits ostentatoires dans les... ostensibles dans les écoles. Tout simplement. D'accord. Ça s'arrête au lycée. La loi du 15 mars 2004. Voilà. Dit loi Stasi. La loi Stasi, l'impact que ça a eu, c'est une stigmatisation à flux des musulmans. On a vu aussi des débordements récemment, parce que a été jugé ostentatoire des longues robes, ce qui est totalement aberrant. Alors qu'à côté de ça, certains signes religieux peuvent passer. Également de la déscolarisation, c'est-à-dire qu'il y a une certaine frange de la population qui ne trouve pas, qui ne veulent pas forcément faire des concessions sur leur mode de vie. Et qui du coup, même si c'est une frange assez minime, du coup déscolarisent leurs enfants, et ce qui peut amener, pour moi c'est dramatique, et derrière ça on commence à déscolariser, c'est-à-dire que on s'exclut de la société. Donc nous on veut vraiment que les lois soient faites pour aider les Français et non pour stigmatiser les Français. En l'occurrence, cette loi-là stigmatise essentiellement les musulmans, parce que ça a été fait pour des signes ostensibles, mais on sait très bien qu'elle est vraiment ciblée sur le voile notamment. Ouais. Alors, vous disiez aussi dans votre dossier de presse que vous nous avez envoyé que vous expliquez en fait que les politiciens, enfin la majorité, en mal de réponses convaincantes aux Français, choisissent de stigmatiser les musulmans pour occuper l'opinion, les pour la diversion. Voilà, la diversion. Qu'est-ce que vous allez pouvoir vous apporter comme réponse, justement pour rétablir la vérité, et puis aussi dire aux Français que ben voilà, vous vous faites manipuler. Nous ne sommes pas comme on vous présente sur les médias, les masses médias. Déjà, justement, notre présence sur le champ politique en tant que Français et musulmans va les obliger à changer leur discours, puisque nous serons justement une force de proposition, une alternative politique, et on montrera un autre visage du musulman terroriste, extrémiste, qu'on matraque à longueur de journée à la télé. On sera le visage du musulman qui veut le bien de toute la société pour tous les citoyens, et donc qui vit avec son époque et qui est moderne et qui veut le bien de son pays et qui veut s'épanouir dans ce pays, et qui considère la France comme sa patrie. Donc notre présence sur le champ politique va forcément les peser et les obliger à changer de discours. Diala, concernant la parité homme-femme dans le parti français et musulman, on en parlait tout à l'heure avec Jimmy, quelle est l'orientation donc du parti, et vous, comment est-ce que vous voyez la chose? Il faut dire les choses ouvertement. On a du mal à recruter des femmes
et pourtant c'est pas la volonté qui manque. Ce qu'on espère en tout cas, c'est avoir une parité vraiment stricte, tant au sein de nos institutions que dans nos candidats qui se présenteront aux futures élections. Je pense qu'elle est nécessaire, cette parité. C'est dommage, elle vient tout simplement, elle vient d'être mise en place. Je trouve que c'est bien trop tard, mais voilà, on doit vraiment surtout en politique, on doit respecter une parité stricte parce que les femmes sont tout aussi concernées que par les problèmes sociaux, économiques et même bien plus, notamment en ce qui concerne l'éducation qui est très importante. Donc voilà, je pense qu'il faut respecter une parité stricte et on y travaillera en tout cas pour avoir une belle représentativité de femmes au sein de notre parti. Très bien, on va continuer dans un instant juste après la pub. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. France Maghreb 2 sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. France Maghreb 2 sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. France Maghreb 2 sur 106.1 FM à Amiens et toute sa région. France Maghreb 2 sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région. France Maghreb 2 sur 102.6 FM à Orléans et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb. Même pendant la publicité, on refait l'émission hors antenne et c'est tout à fait normal. C'est un sujet qui intéresse et qui fédère. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes avec les amis, les adhérents et aussi les têtes de liste de ce parti français et musulman. Nous avons sur le plateau Jimmy, Diala et Moussab qui viennent nous parler donc de ce parti français et musulman, candidat aux législatives du mois de juin. Pour nous accompagner, Abdeslam et Jean-Guy également sur le plateau. Alors, Jimmy, on va presque conclure cette émission. Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter à la société, à la collectivité, aux Français, aux musulmans, à tous ceux qui vont compter sur vous? Alors, je vais revenir sur l'importance pour nous d'une éthique politique. Et donc du coup revenir sur nos engagements, sur ce qu'on a décidé, nous tous candidats. Alors, en tant que candidat et en tant que citoyen, il y a beaucoup de choses qui nous ont, lorsqu'on regardait la politique de manière extérieure, qui nous ont choqués. Et je vais revenir aussi sur une déclaration qu'avait fait Gage, il me semble, par rapport aux indemnités notamment. Quand un député touche 6 000 euros et qui nous dit derrière on n'est pas assez payé, on devrait être payé plus pour ne pas se faire acheter par des grandes entreprises, ne pas tomber dans les mains des lobbies. Moi, personnellement, qui touche comme beaucoup de Français, un petit peu plus de 2 000 euros, je suis assez choqué que cette personne-là dise 9 000 euros, c'est pas assez pour nous. Alors qu'un engagement politique, il n'est pas basé sur des volontés pécuniaires. Donc nous sommes engagés à toucher seulement la moitié de l'indemnité et à reverser l'autre moitié de l'indemnité à des associations caritatives de notre territoire. D'accord. Bien évidemment, on va signer aussi la loi anti-corps. Donc voilà, c'est tout ce qui est le gage de notre éthique en politique. D'accord. Ça, c'est des éléments qui peuvent persuader aussi les gens de voter pour vous. Moussab, tu voulais intervenir sur quelque chose en particulier? Je vais placer juste un mot. On en a parlé tout à l'heure pendant la pause publicitaire. Quand on regarde bien, les personnes les plus stigmatisées et discriminées par rapport à tout ce qu'on a pu dire, ce sont les femmes musulmanes. Et moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait un sursaut et qu'elles s'investissent beaucoup plus dans le champ politique. Elles sont les premières discriminées. On les insulte du matin au soir et
elle ne s'implique pas. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit au devant, qu'elle prenne les rênes même de cette action politique et qu'elle soit les porte-parole, parce que ça suffit que les hommes qui parlent au nom de ces femmes voilées ou pas et qui subissent les discriminations au quotidien. On nous taxe très souvent de machisme ou faire de la discrimination, de faire de la discrimination envers la femme, hein, qu'on ne donne pas les droits à la femme chez les musulmans. Et bien qu'elle soit là, qu'elle soit présente à nos côtés et qu'elle s'engage politiquement. Et elles vont voir comment leur présence dans le champ politique va bousculer tout le discours politique. Moi, je soutiens Hanan Zawani, notre candidate dans la 5e circonscription Bobigny-Drancy et le Bourget, qui tous les jours est attaquée par la fachosphère et qui se bat, répand. Il y a eu plusieurs articles sur elle. Elle tient le coup et franchement, je lui dis bravo. Et j'aimerais qu'il y ait plein de Hanan Zawani à nos côtés pour justement comment ? C'est la Rosa Parks. C'est notre Rosa Parks, oui. Et sinon, je vais donc laisser la parole à Diala. Ouais, moi j'ai une idée qui est très à cœur, quoi. Enfin, c'est l'une de nos propositions aussi phares. Lutter contre la ghettoisation, c'est ce qui permet aussi l'épanouissement éducatif. Et puis c'est comme ça qu'on avance tout simplement. Et donc ce serait favoriser l'accession à la propriété en passant par un prêt à taux zéro intégral. Quand on dit un prêt, c'est très ambitieux, mais je pense que l'argent, des fois, il faut aussi aller le chercher là où il faut. Et un prêt à taux zéro, je pense que ça peut permettre de déghettoiser les quartiers, les cités, de permettre aux jeunes de s'en sortir. Souvent, la question de l'apport pose problème. Et puis, si on peut passer par un prêt à taux zéro, aujourd'hui le département le propose, et puis ensuite l'État, mais encore faut-il avoir cet apport. Allez, voilà. C'est presque la fin de cette émission. Dans une minute, on va faire un tour de table. Vous êtes candidate ou tête de liste sur quel circon ? Suppléante de monsieur Lahsen Charouf sur la 4e circonscription. Donc c'est Unis, Stein, La Courneuve et le Blanc-Ménil. Très bien, très bien. Et Jimmy ? Ah, d'accord. Jimmy ? Alors moi, je suis sur une circonscription de 2 villes uniquement, mais une grande ville, Montreuil et Bagnolet, la 7e circonscription. Ouais. Moussab ? Donc moi, je suis candidat dans la 2e circonscription, Saint-Denis Nord, Pierrefitte et Villetaneuse. Très bien, merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission, ça nous a fait plaisir de vous recevoir, bon courage à vous. Merci. On se tiendra au courant évidemment des résultats, hein, on vous suivra. Merci Jean-Guy. Merci de ces échanges, en tout cas c'était animé mais très intéressant de pouvoir partager avec vous. Animé mais sincère. Voilà, également. Animé sincère. Je répondrai à Abdeslam, merci aussi. Dans quelques instants, je reçois l'imam Mohamed Samir pour venir nous parler de la manière dont il faut accueillir le Ramadan. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et merci à vous si vous êtes encore avec nous depuis tout à l'heure. Cette fois-ci, on va changer de sujet, on va arrêter de parler politique, on va parler Ramadan. Comme vous le savez, le Ramadan approche dans quelques jours. Alors, comment s'y préparer ? C'est la question qu'on va se poser ce soir parce que certains s'imaginent encore que le Ramadan, bien, c'est la fête tous les soirs, les chichas, les cabarets, etc. Donc, je crois que on va changer un petit peu de registre. J'ai le plaisir ce soir de recevoir l'imam Mohamed Samir qui connaît un certain succès auprès des jeunes en banlieue. Alors, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, salam alaikum. Et alors, il faut dire que tu es de Sevran, de la ville de Sevran, donc oui. Forte communauté jeune, hein, des jeunes. Exactement. Auprès desquels tu as une belle audience. Quelle est la meilleure manière de recevoir, d'accueillir le Ramadan ? Bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour accueillir ce mois béni de la clémence et de la miséricorde, il n'y a pas mieux que de comprendre déjà les aléas de ce Ramadan. Qu'est-ce que Ramadan va nous apporter en termes d'apport ? Une fois qu'on sait ce qu'il va nous apporter, à ce moment-là, on va pouvoir s'investir.
Et l'investissement qu'on va devoir donner pour ce mois sacré et béni, excusez-nous du sang, ce mois béni et sacré, c'est beaucoup plus pour apporter à soi-même l'excellence d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque tout en sachant que le paradis, d'année en année, s'embellit. Ouais. Le paradis, d'année en année, s'embellit pour la réception de ce mois de Ramadan. Et quand Ramadan approche, elle demande Nadat al-Jannah, c'est-à-dire que le paradis interpelle Allah subhanahu wa ta'ala, lui dit: ô Dieu, mets-moi de tes serviteurs des habitants. C'est-à-dire que les gens, quand ils doivent s'investir dans Shahr Ramadan, c'est pas, comme tu l'as si bien dit, uniquement danser et puis rigoler. C'est vrai qu'il faut être bien dans sa peau. Il faut avoir un certain épanouissement dans la religion. Et pour atteindre cet épanouissement-là, il faut déjà aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous aimez Allah, toutes les formes d'adoration possibles et imaginables, telles qu'elles ont été dictées dans le Saint-Coran ou dans la tradition prophétique, deviennent quelque chose qui se pratique avec beaucoup d'amour et beaucoup d'assiduité. Alors sur le plateau également sont avec nous Abdeslam et puis Jean-Guy, vous intervenez quand vous le voulez. Le Ramadan nous concerne presque tous. Est-ce qu'on peut parler maintenant des vertus du Ramadan? Il y a donc les vertus spirituelles et il y a également les vertus médicales, physiques, physiologiques, etc. Donc ça c'est exactement. Il y a les trois aspects en fait: physique, moral, mental ou psychologique. Et surtout sur la façon dont on pratique tout ça. Par exemple, quand on parle de physique, c'est que le jeûne est déjà toléré pendant toute l'année aux gens qui veulent le pratiquer le lundi et le jeudi. Et vous avez Shahr al-Bid, c'est-à-dire le 13 et le 14 et le 15 du calendrier lunaire, où c'est bien et préférable de le faire, puisque ça a été recommandé par le prophète béni de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça aussi c'est important de le faire. Et dans cet aspect-là, par rapport à la spiritualité, vous trouvez aussi ce qu'on fait dans l'école de catéchisme. Les gens qui ont été un peu... ce qu'on appelle un bilan de conscience, en fait. Un bilan de conscience qui vient intervenir justement sur l'aspect spirituel. De pouvoir se positionner aujourd'hui et de se dire pour faire un bon Ramadan, puisqu'on parle de ce mois sacré et béni, pour pouvoir l'exécuter de la meilleure des façons, il va falloir déjà évaluer le Ramadan passé. À partir de l'évaluation de l'année passée, le Ramadan écoulé, je peux me positionner. Qu'est-ce que je vais apporter de plus que je n'ai pas fait l'année passée? C'est vrai. Et je commence à faire le bilan de conscience avec moi-même. Là, c'est un aspect, un travail en profondeur. Introspection. Exactement. Et ce travail-là, aujourd'hui, n'est pas fait par la communauté. Tu me parles de l'hem halal, tu me parles des carottes, tu me parles des pommes, je vais te dire oui. Mais tu me parles de ça, je suis pas du tout d'accord avec toi. Beaucoup de gens ne le font pas. Je te parle pas de la petite minorité qui essaye de comprendre. C'est un mois, c'est pas uniquement de manger, de bien manger, oui. De très bien manger, non, je suis pas d'accord. Parce qu'on tombe malade après. Tu les vois, les gens, quand ils viennent faire salat tarawih, bah, je peux te dire parfois, juste à la façon dont... Ouais, dès qu'il rote, tu sais ce qu'il a mangé il y a 1 heure ou 2. Tu peux même donner la description du menu. Voilà, donc c'est pour dire un ordre d'idée. Tu ne peux pas être concentré. Alors, c'est vrai que l'approche est différente selon le degré de foi des uns et des autres. Alors, le jeûne est une prescription qui a été édictée pour toutes les religions quasiment. Exactement. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dit, Jean-Guy, 2 points. Merci de la traduction. Parfait. Dieu dit qu'on vous a prescrit le jeûne comme on l'a déjà prescrit à vos aïeux avant. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose, c'est pas une découverte. Après, c'est à vous de vous investir un peu plus que eux ils l'ont fait. La manière dont on est en train d'élaborer, dont on est en train de donner un descriptif de ce que c'est un bon jeûne pour pouvoir ne pas être fatigué. Parce que vous parlez avec les gens à 15h, ouais, je vais tuer le temps. Tu vas faire quoi? Je vais faire un shopping à Carrefour, je vais tuer le temps. Or qu'il n'ait pas fait ça. C'est un mois d'occasion. De recueil. Exactement. De recueil, d'introspection, de lecture. D'effacer les péchés surtout. Voilà, complètement. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, et ça rentre dans les 5 piliers de l'islam, justement. Exactement. Pourquoi je parle des... Moi j'aime bien si tu me titilles juste là-dessus, parce que c'est bien. Tous nous sommes pécheurs. Je te titille, allez, vas-y. Tous nous sommes pécheurs, oui ou non? Je sais. Bien. Tous on a des péchés.
Qui de nous ne se trompe jamais? Personne. Bien, je parle de toute forme de désobéissance et de turpitude. Bien, pour pouvoir les effacer, regarde ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit par le biais du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Man sama Ramadan, quiconque de vous jeûne Ramadan. Et saum, c'est pour expliquer, c'est pas uniquement de s'abstenir de manger et de boire. Si je ne t'aime pas, je vais parler derrière toi parce que je ne t'aime pas et je jeûne. Ça n'a aucune importance. Ton jeûne que tu es en train d'effectuer n'a aucun sens. Point de vue théologique et religieux. C'est pour ça que je parle de profondeur en fait. Man sama Ramadan, quiconque jeûne le mois de Ramadan, imanan, avec la foi. Et la foi, c'est elle qui t'interdit plein de choses. Au nom de Allah, subhanahu wa ta'ala, de Dieu, je ne peux pas te faire du mal. C'est le comportement. Exactement. Mais ça, c'est une correction qu'il faut s'apporter à chaque fois. Imanan wa ihtisaban, et d'attendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner. Allah va lui effacer les péchés passés. Là, il parle de Siyam, le jeûne. Après, il dit, dans le même hadith, et toujours l'interprète, c'est le Bukhari, par le biais de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man qama, puis on parle de Siyam, le jeûne. Puis qama, c'est de faire la salat nocturne, à partir de 23h ou 22h50, 23h. Quand on fait Man qama Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufir. Ça veut dire que occasion tahasana pour effacer les péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, je vais traduire juste après pour mon cher ami de droite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Illa man taba. On parle de tawba, le repentir sincère. Là, c'est une clé secrète pour pouvoir démarrer ce mois. D'accord? Merci. On parle du repentir sincère. Allah subhanahu wa ta'ala dit Illa man taba wa amana. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Les gens qui se repentissent, Allah subhanahu wa ta'ala, إلا من تاب, il se repentit, وآمن, il va croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu me dis que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, et tu ne pratiques pas sa prière. Je ne vois pas où est-ce qu'il est l'amour, ne serait-ce que verbal. Vis ce que tu me dis. Je te dirai si tu es un véritable musulman. Mais tu parles juste pour me dire que tu aimes le Dieu, tu aimes le prophète et tu aimes l'islam. Non, c'est faux. Quand on aime, on s'investit. Les gens, quand on les aime, on présente des actes d'amour. Exactement, et c'est un acte d'amour, de loyauté, de sincérité, de fidélité à l'éternel. D'une certaine façon, on se révèle. Exactement. J'aime bien ce mot. On se révèle alors. On se révèle. Alors, exactement, oui. Alors, Mohamed Samir, il y a quelque chose que tu viens de soulever. Je t'ai laissé terminer, mais on va y revenir. Oui. Le Ramadan, beaucoup de gens pensent que c'est simplement s'abstenir de manger. Et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, il est complètement inutile de jeûner si c'est pour faire de la médisance, voler, trahir, mentir, etc. Est-ce que tu peux aller plus loin? As-sawm en arabe, c'est l'abstention. L'abstention, c'est pas uniquement de manger et de boire. Si j'ai l'habitude de faire des formes de turbitude qui sont de 0 à 10, 6 ou 7. Quand il y a l'école de Ramadan qui arrive, parce que c'est une école, toute une formation pendant 30 jours, toute une formation, 720 heures, dont 660 manger, boire et dormir. Il ne reste que 60 heures de propre adoration. Elle n'arrive pas à s'investir autant. Des fois, il faut se poser les bonnes questions. Donc, le fait de s'abstenir, de ne pas parler sur les autres, j'apprends. Je suis quelqu'un, par exemple, qui est gentil, qui fait comme celui qui est au temps du prophète, c'était quelqu'un qui accomplissait les prières, qui était un excellent, un fervent pratiquant. Mais c'était quelqu'un qui s'énervait beaucoup. Comme ça, c'est quelque chose nous, les Arabes et les Algériens, ça chez nous. Surtout les Algériens. Voilà. Et il s'énerve beaucoup. Il faisait nickel chrome. C'était quelqu'un de parfait. Mais il s'énervait beaucoup. Alors, ça, c'est préjudiciable. Exactement. Et le prophète sallam, quand il le voit comme ça, c'est nickel, il fait tout. Mais alors, qu'est-ce qu'il lui dit? La tardab wa lakal jannah. Ne t'énerve pas. Ne sois jamais en colère et tu auras le paradis. C'est-à-dire, il a relié son état mental, moral, il a lié justement au paradis en lui disant calme-toi,
Il te manque que cette vertu-là, du calme, de l'apaisement, de la quiétude profonde. Tout au long de notre vie, on a un certain nombre d'épreuves. Je crois que d'une certaine façon, Allah nous demande et nous teste en permanence sur notre capacité à résister face à ces épreuves de la vie. Exactement. Et d'une certaine façon, il veut voir notre capacité à résister face au shaitan. Il veut voir notre force et notre engouement, notre amour qu'on peut avoir pour lui dans la prière et dans l'acte d'adoration que l'on peut. Exactement. Et surtout que là, shayatin ne seront plus d'actualité. Ils seront enchaînés. Ouais. Ils seront enchaînés. Ça veut dire que aujourd'hui, tu peux pas me dire, là, tu vas me dire, on s'énerve moi et toi, tu me dis, ouais, mais c'est Shaitan qui a fait entre nous. D'accord. Là, c'est ton nefs. Là, c'est toi-même, c'est l'ego qui parle. Ouais. Et c'est là où tu arrives à faire une conduite sur ta propre personne. On arrive à s'autoconduire toi-même. Dire, mais qu'est-ce que je fais là? Il n'y a pas de shaitan. Donc le prétexte du shaitan, on oublie. Hein, on l'oublie. Maintenant, il faut penser à autre chose. Et c'est là l'évaluation de l'année passée. Si j'ai eu des querelles avec mes amis, si j'ai eu des formes de désobéissance avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là que je programme justement la programmation de pouvoir justement éliminer toutes ces choses néfastes, de procéder à la rectification et de multiplier surtout les choses que j'ai bien exécutées. Parce que nous, on a tendance, quand tout à l'heure j'écoutais un petit peu, on a tendance de parler de terrorisme, puis juste après, il faut qu'on assimile le mot d'islam. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord à ce qu'on assimile l'islam au terrorisme. Tu me parles de terrorisme, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu m'assimiles l'islam avec, je ne suis pas d'accord. Sur ça n'a rien à voir. C'est même antagoniste, puisque l'islam proscrit justement ces formes de violence. Les amis, on va marquer la pause publicitaire et musicale et puis on revient derrière. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 102.6 FM, à Orléans et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 105.1 FM, à Dijon et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb. Dans les studios de France Maghreb 2, nous recevons aujourd'hui Mohamed Samir, imam à Sevran. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, et puis merci à vous si vous êtes avec nous depuis tout à l'heure. Il y a sur le plateau Abdeslam Itache et puis Jean-Guy Audou. On parlait et on parle toujours donc du Ramadan qui approche dans quelques jours et de quelle manière allez-vous l'accueillir. On continue à en parler avec toi, Mohamed. Oui. On s'était arrêté à justement cet aspect profond justement du sens des versets, du sens aussi du Ramadan. Comment se préparait le prophète de l'islam Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba, comment se préparaient-ils à la venue du Ramadan? On dit également qu'ils se préparaient des mois en avance. Bien. Bonne question justement, c'est pour donner et pour lancer l'appétit justement de l'effort et de l'exécution de cet même effort. Puisque lui, c'est au mois de Rajab, ça veut dire 2 mois, 60 jours avant la venue du mois de Ramadan. Et 60 jours avant, c'était dès que le mois de Rajab entrait, il disait, et juste pour stimuler justement, là il parle aux neurostimulateurs de chaque personne, en leur disant, et ce hadith sacré dont il le dit, Allahumma barik lana, Dieu met de la bénédiction dans Rajab, dans le mois de Rajab, wa Sha'ban, et le mois de Sha'ban, wa ballighna Ramadan. Ça veut dire quoi ballighna Ramadan? Fais-nous vivre. Là, il veut de la bénédiction pour Rajab et pour Sha'ban, les 2 mois qui devancent Ramadan. Et puis, fais-nous vivre jusqu'à mois de Ramadan. Ouais. Dans aucune partie de la tradition prophétique, tu ne vois et tu ne verrais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Donne-moi une prolongation de vie ». Juste dans cette circonstance-là. Et ça, les musulmans n'ont pas fait très très attention à ça. Ils demandent une longévité de vie jusqu'à ce que Ramadan vienne. Pourquoi? C'est pour pouvoir effacer les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala lui a tout effacé. Ce qu'il a et ce qu'il va, tout est effacé. Mais quand même il fait l'istighfar, quand même il s'y plie aux ordres divins. Et cette soumission à l'ordre divin nous donne à nous l'aspect que c'est quelqu'un de pur, de net et qui nous veut du bien. Et c'est pour ça qu'il stimule les sahaba en leur disant que Rajab wa Sha'ban c'est la bénédiction et qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour lier les cœurs et l'esprit de chaque compagnon que Ramadan, dès qu'il rentre, Allah va t'effacer. Et c'est pour ça le hadith dont il y a l'imam al-Tirmidhi, qu'est-ce qu'il dit? Walillahi utaqa. Allah, il va épargner des coups chaque soir. Wadhalika fi kulli layla. Walillahi utaqa fi Ramadan wa hadha fi kulli layla. C'est-à-dire chaque soir,
il y aura des gens qu'Allah va les épargner de l'enfer. Mhm. Subhanallah, si je ne ferai pas partie du premier soir avec ces gens-là. Je vais essayer de le faire l'effort supplémentaire de pouvoir être au deuxième. J'en ai 30 jours, 720 heures. Est-ce que je peux être ou je ne peux pas l'être? Si j'ai envie de l'être, je pourrais l'être, Inch'Allah, en faisant juste ce que Allah m'a demandé, en s'abstenant de parler mal. L'islam te demande de parler, te demande de bien parler. Parler quelque chose d'utile. N'est pas rentrer dans la démagogie politicienne et parler juste pour meubler. On parle, c'est juste concis. Et quand c'est concis, ça veut tout dire. Voilà les gens avec des grandes logorées verbales, un flux de paroles comme ça pour embellir. Non, parlez-moi peu et bien. C'est ça l'avantage de l'islam. Il nous demande de parler peu, mais bien. C'est-à-dire quand on parle peu, on fait mal. On peut parler beaucoup, des phrases et des phrases. Pour arriver juste à dire 2 mots, on n'a retenu que 2 mots d'une phrase. Et ça n'a aucun sens. L'islam te dit non. Si tu veux parler, tu as le droit de parler, mais parle bien. Alors pourquoi est-ce que pour Dieu lui-même le Ramadan est d'une extrême importance à tel point qu'il dit que il lui appartient, c'est le seul acte d'adoration qui lui appartient entièrement. Bien. C'est-à-dire c'est moi qui l'attribue. Et justement ça c'est farhat Allah bil ibad avec ses serviteurs pour le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala sera content de faire Ramadan. Pourquoi? Il interpelle les anges. Ça, cette mise en scène, elle est belle à voir. Puisqu'il interpelle les anges, il dit Ya malaikati, oh mes anges. Donc là, c'est tout de suite la soumission et l'écoute profonde de ce que Dieu va dire. Ya malaikati, ra'aytum abdi, avez-vous vu mon serviteur? Taraka aklahu, il a délaissé sa nourriture et sa boisson et ses envies. Min ajli, à cause de moi. Ya malaikati, ushhidukum, vous êtes témoins. Oh mes anges, vous êtes témoins. Inni qad ghafartu lah. Inni qad ghafartu li abdi, j'ai pardonné à mon serviteur. Juste le fait de jeûner, de s'abstenir pour lui. C'est pour ça quand on parle de somme, c'est l'abstention de tout. Ouais. Pas de médisance, pas de calomnie. Apprenons à s'autogérer, somme de dire non, fait Shahr Ramadan, je vais plus parler sur les gens. Je ne vais plus médire. Il n'y a plus de calomnie, c'est fini. Ce n'est plus moi, ça me ressemble plus. Maintenant, j'ai compris les véritables bienfaits du Shahr Ramadan. Donc, je vais devoir me plier et m'investir en profondeur. C'est pas s'investir uniquement de dire, ah, t'as vu, j'ai pas mangé. Ce n'est pas une cure diététique. Ramadan, c'est pas une cure diététique. Ça en fait peut-être partie, oui. Une détox, si on veut, sur le côté sanitaire, le côté alimentaire, je suis tout à fait d'accord avec. Mais c'est pas l'unique raison. Elle est faite justement, c'est une école. Ramadan madrasa, c'est une école. Si j'ai des défauts, je vais devoir les enlever. Il n'y a plus de shaitan là. Et après Ramadan, je veux bien qu'on se voit après Ramadan pour parler comment rester sur une ligne constante après Ramadan. Parce que là, Ramadan, il n'y a plus de shaitan, donc on est un petit peu bien à la cool, tranquille. De 0 à 10, on sera à 7 au niveau de la foi. Dès que Ramadan finit, la première semaine, shaitan, il va t'apporter ce que tu as toujours souhaité, mais qui ne te l'a jamais offert. Pour pouvoir te dire, tu vois les larmes que tu as pu dégager, frère Ramadan, eh ben, je vais te les faire regretter maintenant. Il va te faire sombrer dans quelque chose dont tu as espéré longtemps et tu ne l'as jamais pu avoir. Shaitan, il va te la faciliter. Alors, souvent, le Ramadan paraît difficile pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui le font juste pour la forme. Oui. En réalité, ceux qui le pratiquent vraiment en profondeur et sincèrement, l'attendent avec beaucoup d'amour. Hein, on l'attend avec d'amour, c'est un acte d'adoration. Alors, ce qu'il faut noter également, c'est que la plupart des grandes victoires des musulmans ont lieu pendant le Ramadan. Exactement. Deuxième année de l'Hégire, où a été décrétée la guerre sainte. C'est pour dire, là, c'est un signal fort. Et les compagnons du prophète jeûner, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette force, justement, tu me dis, il n'y a pas de force. Là, je vais t'interpeller sur le plan psychologique ou sur le plan mental. Ça n'existe pas 36, 38 à 14 heures à la Mecque. On est tout de suite à 47, 48. Mais cette force qu'il y a, et tu connais, on a fait Salat al-Fajr à 5h36 du matin, il faisait 36 degrés à 5h du matin. C'est pour dire un ordre d'idée. Donc, et cette résistance, en fait, quand on a un objectif
un objectif, un idéal d'objectif. L'objectif de tout musulman aujourd'hui, c'est le paradis. Si tu ne t'envisages pas demain, tu vas rentrer au paradis avec les gens que tu aimes, je ne comprends pas pourquoi tu vis. Tu survis, tu n'as pas compris la vie. La vie, c'est j'ai ciblé mon objectif. Mon objectif, c'est le paradis avec les miens. Je m'entoure. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur des lits, par là, à droite et à gauche. Et quand tu rentres au paradis, Inch'Allah, on sera au paradis, Inch'Allah. Dites Amin. Inch'Allah, Amin. Inch'Allah, Amin. Quand on sera au paradis, quand tu verras les gens que tu les as déjà vus sur terre et tu vas pas les voir au paradis, tu sais où est-ce qu'ils sont maintenant. C'est pour ça qu'il faut faire un travail ici. Ici, il faut faire un travail. Là-bas, c'est la récompense. Justement, quand Allah subhanahu wa ta'ala éprouva le messager ou le prophète Job, Ayoub. alité, malade. D'après les experts et d'après les historiens, il avait la lèpre. La lèpre, exactement. Bien. Donc, la chair tombée. Et c'est faux quand on dit qu'il y avait dans la chair, il y avait des morceaux de doud, il y avait des vers. Tout le monde se sauvait de lui. Tout le monde se sauvait, oui. Au niveau de l'historicité, oui. Même dans les psaumes de David, ça a été décrit, tout ça. Bien. Donc, quand ça a été décrit, mais il n'y a pas de doute. Parce que l'ahm al-anbiya la yakuluhu ad-doud. Bien sûr. Parfait. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a laissé que 2 endroits au niveau de son corps qui étaient costauds, qui étaient propres encore. C'était le cœur et la langue. Le cœur a multiplié d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le lisan, la langue, a multiplié les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, pour s'extirper de tout ce bas monde-là, soyons avec Allah subhanahu wa ta'ala par amour. Toi tu fais Ramadan. Toi tu fais salat. Fais-les avec amour et tu auras beaucoup plus d'avantages. Tu vas beaucoup plus te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu les fais. Mais s'il n'y a pas l'amour, tu les fais, c'est une exécution. Tu exécutes, mais il n'y a pas l'amour. Tu fais ça. Ah, c'est le moment de faire l'Isha. Allahu Akbar, on le fait. Tu peux me dire de quoi tu es? Non, je ne sais pas. Et Ramadan, il faut choisir. Fawzi, Ramadan, il faut choisir. Tu prends 3 ou 4 invocations. Et tu les multiplies pendant tout le mois. Je vous donne la recette de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux compagnons. Il prenait 3-4 invocations pendant tout le mois. Il ne focalisait que c'est pour 4 là. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas marié demande d'avoir une femme pieuse. Un travail noble, un travail vraiment halal quoi. Et 2 ou 3 choses comme ça. Et la guérison de son enfant ou de sa mère ou de son père. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse avoir pitié d'eux. Amen. Il demande les 4 choses. Il insiste pendant tout le mois de Ramadan. Quand le mois de Ramadan est coulé, les compagnons du prophète disaient Wallahi ma ya'tina Ramadan al-akhar. L'autre Ramadan ne vient. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà répondu les 3 ou 4 invocations. C'est le mois des invocations exaucées. À quel moment? Au moment du jeûne, de la rupture du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Walis-sa'imi, au jeûneur. Da'watun, une invocation. 'inda fitrihi, au moment de jeûner. Au moment de faire la rupture, de rompre la rupture. Walis-sa'imi 'inda fitrihi, la turad, elle sera jamais refusée. J'en profite. Premier élément. Le deuxième élément. Je l'inculque à mes enfants. Oui, mais elle a 6 ans, la fille, c'est pas grave. Je parle à madame, c'est pas grave. Benti, fais-nous dua. Aujourd'hui, c'est toi qui vas nous faire l'invocation. Oh, papa, je veux ça. Déjà, ça va me parler, puisqu'elle va parler des choses dont peut-être j'aurais envie de savoir, mais qu'elle ne les a jamais dit. Je dis, qu'est-ce que tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala? Oh, je veux ça. Si moi j'ai des querelles avec ma femme, en disant, je veux que maman soit bien avec papa, elle me donne un signal fort. Je vais savoir l'intériorité de mes enfants. Là, je rentre un petit peu plus en profondeur sur l'aspect psychologique de chaque enfant. Exactement. Et là, je traite l'aspect psychologique. Fais Ramadan, je vis bien mon Ramadan. Vas-y, Benti, fais-nous dua. Commence à faire dua. Dua, Dieu. Tu n'es pas bien à l'école. Fais dua au moment de faire de rompre le jeûne. Ouais. Fais dua. Benti, juste bismillah et commence à faire dua. Et nous, on dit amin au niveau de la table. Je leur apprends, je leur inculque les valeurs de l'islam. Alors justement par rapport aux invocations et aux doigts, ce qui est un aspect très important, est-ce que tu peux nous donner des exemples, toi qui es imam et qui rencontre beaucoup de monde, et tu sais que c'est important les doigts, et il y en a qui nous écoutent ce soir et qui ont besoin d'y croire un petit peu plus. Est-ce qu'il y a des choses à nous raconter sur des gens qui ont eu des passages très difficiles et qui ont fait des doigts pendant le Ramadan ou autre, et pour lesquels ça s'est bien passé?
Dua, ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne vais parler que du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dua, comme il a dit si bien, dua mukhul ibada. C'est le cerveau de toutes les adorations. Quand tu viens et tu fais dua, tu fais l'invocation. L'invocation, il y a 4 conditions dedans. Dua. Adam al-isti'jal, ne pas se précipiter. Toi, tu n'es pas un prophète. Tu fais dua à midi, tu veux qu'à 14h. T'es qui, toi? Il veut une réponse à 14h. Et la passion, tu ne peux pas. Allah, il peut pour ça, mais toi, c'est pas possible. C'est pas Madame Irma. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yustajabu li ahadikum ma lam yustajil. Allah va lui répondre tant qu'il n'y a pas cette précipitation. Fais, toi, ta mission, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset coranique dit Ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Dua ibada. Ud'uni. Il nous a ordonné de faire l'invocation, de faire dua. Et il nous a promis la réponse. Pas aujourd'hui, demain. Oui, mais je suis mort, il m'a pas répondu. Qul alhamdulillah. Pourquoi je dis alhamdulillah? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va te dire, quand tu seras à huis clos, juste toi et lui en aparté, il va te dire oh mon serviteur, te rappelles-tu de ça et ça? Tu diras oui, je me rappelle. Tu te rappelles quand tu as fait ça et ça? Tu te rappelles. Et le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala dit laqad hulak, c'est fini, je suis anéanti, je ne peux plus rentrer au paradis. Il dit retourne-toi derrière et tu vois Djibouti, une montagne comme ça de hasanat. Tu dis mais c'est pas pour moi. Il dit non, c'est pour toi. Tu te rappelles quand tu m'as fait telle et telle invocation, je ne t'ai point répondu? Oui. Tu te rappelles quand tu m'as demandé ça et ça, je ne t'ai pas répondu? Laqad dakhartuha laka fil akhirah. Je t'ai mis un compte d'épargne. Vas-y, ya abdi, wala kadhalik. Et c'est pour toi le paradis. Donc les gens, puisqu'il nous a ordonné de faire dua, l'invocation, et il nous a promis la réponse. Cette réponse-là, aujourd'hui, demain ou après la fin du monde, alhamdoulilah, il faut l'accueillir. Il nous a promis. Abdeslam. Oui, sur justement le fait que les duas soient des formes d'adoration. Oui. Au-delà de la prière, du jeûne du mois de Ramadan. Oui. Toute action généreuse en direction des nécessiteux. Lire le kitab. Est-ce qu'il y a d'autres formes de ibadah? Il y a le travail aussi. Le travail est adoration. Et le zakat? Parfait. Oui, ça c'est parmi les piliers. Mais je rebondis à ce que tu dis parce que c'est assez juste. Il y a aussi un angle très important au niveau de l'investissement du temps. Ton facteur temps T. Oui. Les gens aujourd'hui qui sont alités dans les hôpitaux et qui n'ont pas de famille, il n'y a personne qui vient les voir, même s'ils ont de la famille. Très gros sujet, très très intéressant. Exactement. Aujourd'hui, ce que je reproche à les municipalités, et je travaille avec une des municipalités qui est celle de Tremblay en France, pour la citer, des jeunes en séjour de rupture. Bien. Et moi, parfois, quand je prends la parole, je commence à parler, je parle beaucoup plus d'ordre religieux. Mais comme la religion n'est pas très très tolérée dans le monde municipal, si j'ose dire, que sauf quand ça arrange quelques parties, donc on utilise ça et puis on commence à en parler. Je dis, les jeunes là, que de leur payer des voyages et tout, c'est bien, il n'y a pas de problème. De leur mettre un stade de foot, de leur mettre la paix sociale, j'y suis. Il n'y a pas que ça. Il y a la dimension humaine, on ne l'a jamais utilisée. Prenez-les dans les tombes, regardez les gens qui sont morts. Pourquoi tu me ramènes là? Emmenez-les à l'hôpital Robert Ballanger, c'est juste à côté. Hein, les gens, ils ont 18 ans, 19 ans, ils n'arrivent pas à respirer. Ils n'arrivent plus à respirer. On lui enlève les tuyaux, il est mort. Alhamdulillah que tu vis. Mais ils sont jamais venus voir ces gens-là. Comment voulez-vous atteindre leur émotion, leur sensibilité, leur affectivité, puisque les jeunes aujourd'hui en banlieue, ils ne servent à rien. C'est ce qu'ils ont comme étiquette. Ils ne servent à rien. Ils sont en plus. Et quand quelqu'un est en plus, il peut pas t'apporter un plus à toi qui en réclame et qui veut qu'il te fournisse. Quelqu'un, quand il est en plus, il ne t'apportera rien. Mais quelqu'un que tu veux lui dire, tu n'es pas en plus, tu nous apportes un plus, tu l'illumines, il sent qu'il est utile à la société, à la civilisation. Il veut s'inscrire comme les gens qui ont eu le bac, plus 2, plus 3, plus 4, même s'il n'a pas de niveau. Mais il est là pour te dire que je suis là, avec le cœur, je vais devoir faire des efforts, même si je ne détiens pas la connaissance et le savoir utile. Et visiter les malades, c'est ibadah. C'est une des nobles ibadat. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, je rebondis par rapport à dua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit,
إذا دخلتم على شوف la beauté de l'islam. Il dit إذا دخلتم على مريض. Si vous rendez visite à un malade chez lui ou à l'hosto, à l'hôpital, si vous rentrez lui rendre visite, أمروه, ordonnez-le, lui le malade, de vous faire dua à vous qui êtes en bonne et parfaite santé. Il y a quelque chose que je ne comprends pas là. أمروه, ordonnez-le de vous faire dua à vous. Pourquoi? لأن دعاء المريض, parce que dua, l'invocation du malade, مثل دعاء الملائكة, c'est comme celui, il équivaut celui des anges. ودعاء الملائكة لا يرد, il ne sera jamais refusé. Donc tu vois, il est alité, entouré de ses filles et de ses gamins. Du jour au lendemain, on lui dit, en phase finale de concert, vous allez devoir rester à l'hôpital. Il le sait, il sait qu'il est condamné 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais c'est toute une préparation. Toi, tu viens chez lui, tu lui rends visite, pas plus de 15 minutes. Tudhakkirhu billah, tu lui fais rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'Allah te dit, puisque le prophète me dit, fais-moi dua à moi. Lui, déjà, ça va l'interpeller. Moi, je fais dua pour toi qui es en bonne santé, alors que moi, j'ai besoin de tes propres invocations. Déjà là, une émancipation, une ouverture. Alhamdulillah, j'existe encore, je ne suis pas fini. Il y a encore temps de se récupérer. On va avancer un petit peu. Alors, pour le ramadan, on va parler du ramadan, mais avant l'époque musulmane. Il paraît que le mois du ramadan, à l'époque de l'Arabie, sur la péninsule arabique, il paraît que c'était un mois respecté ou c'était un mois de trêve. C'était un mois, c'est vrai, de trêve, de respect au niveau de la vente et des achats. Ouais, il y avait beaucoup plus d'investissement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, les prix sont un tel, 24 heures avant le Ramadan, le même produit, pas le même prix. Qu'est-ce qu'il fait? Après, on vient, Allahu Akbar fi salat. Moi, je ne sais pas, il est où? Allahu Akbar, il est où aussi? Dieu est grand, il est où? Puisque tu l'achètes à 1,50€ et tu le mets en vente à 3 €. Or que normalement à 2 € suffisait. Non, parce que c'est Ramadan, les gens ils mangent avec leurs yeux. Je parle de ces gens quand je te parle de on va tuer le temps. On tue pas le temps, fait Ramadan. On tue pas le temps. Chaque instant est compté. Tout est comptabilisé. Il y a un bilan à la fin de Shahr Ramadan. Il y a un bilan qu'on doit tirer. Il faut qu'il soit positif, le bilan. Et si tu vas manger un match, 2 matchs, 3 matchs, est-ce que tu as lu le Coran? Ne serait-ce que 2 pages par jour. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un mois de Ramadan consumériste, plus que spirituel aujourd'hui, où les gens sont persuadés que pratiquer son mois de Ramadan, c'est uniquement s'abstenir de manger, alors qu'en fait il en est tout autre, et c'est le propos que vous avez développé pendant toute l'émission. Mais aujourd'hui les gens sont justement dans le consumérisme. Quand c'est l'heure, je me souviens à une époque où la rupture du jeûne était beaucoup plus tôt, les gens juste après allaient dans les supermarchés et faisaient du shopping et continuaient à consommer. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il doit y avoir un retour justement des valeurs du mois de Ramadan, et d'expliquer d'abord que c'est le meilleur des mois et que c'est un mois de piété où on va le laisser répondre, il ne reste pas beaucoup de temps. Oui, il faut surtout, justement, pour rebondir à une réponse aussi simple, la question est très complexe par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, mais je vais répondre avec simplicité. Allah subhanahu wa ta'ala dit Shahrul Qur'an, le mois du Coran. Tanazzal fiha al-Qur'an. Si je veux écouter le Coran, l'écoute du Coran, quand je l'écoute, il faudra que je me mette en tête, c'est les paroles divines. Elle a été révélée, Donc si c'est les paroles divines, je ne dois pas écouter, je dois consommer. Là, je consomme le Coran. Je suis un consommateur de Coran, un bon consommateur de Coran. C'est-à-dire, je vis chaque mot. C'est Allah qui l'a dit, c'est pas X ou Y. Là, je me donne l'entièreté de l'amour et je me plie à ses ordres divins. Laylatul Qadr, une nuit, une seule nuit. 1000 mois. Mieux que 1000 mois. 1000 mois, c'est 84 années. 83 et quelques plus, 84 années. Personne ne sait s'il va vivre jusqu'à 60 ou 70 ans. Tu sais que si Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte de toi rak'atayn, une larme pendant que tu écoutais le Coran, fait tarawih, une larme qui descend, elle équivaut à 84 années de larmes pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est fort en enseignement. Une seule nuit. Si tu rentres dedans, tout est béni. Et nous, justement, tu viens, franchement, je suis éclaté. T'as vu, avec le taf, le shopping, le marché et tout. N'en parle pas d'éclater, mon frère. Je te parle d'une vie d'amour, d'une relation d'amour avec l'Éternel. Si tu as cette relation d'amour avec l'Éternel, tout ce que tu fais, toute fatigue,
c'est pas une fatigue. Tu le ressens sur le côté physique peut-être, mais sur le côté mental, tu as tout gagné. Parce que les bienfaits, c'est toi qui vas les consommer, c'est toi qui vas les avoir. Et tu vois cette illumination. Pourquoi nous, quand on s'enlève, on finit la fin, assalamu alaikum, Allahumma a'inni, je demande l'appui d'Allah subhanahu wa ta'ala, ala dikrika. Je ne sais pas faire les rapports, je ne sais pas t'évoquer tout seul. Aide-moi pour que je puisse t'évoquer. Ala dikrika, wa shukrika, pour te remercier, puisque lui-même dans le Saint-Coran dit, wa qalilun, peu de gens sont reconnaissants. Je respire. C'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, je suis en bonne santé. Non, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, le deal change. Et quand tu commences à positionner chacun dans sa véritable statut, et tu dis, wa ala husni ibadatik, donne-moi la plus belle, la meilleure des adorations. Ne me laisse pas adorer comme ça, avec la connaissance et le savoir. C'est avec ça que je vais devoir me rapprocher de toi. C'est avec ça que je vais comprendre Man huwa Allah. Je dois l'apprendre. Fisha Ramadan, c'est beaucoup plus. Il faut qu'on puisse connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et on s'y plie. C'est un moment de recueil, c'est un moment de détente. Je suis détendu dans chaque salle. Je suis bien. Mais je ne suis pas fatigué. Si je m'injecte je me donne des... Oui, mais c'est fatigant. T'as vu 17 heures de jeûne, c'est énorme. C'est un mois de sagesse. Exactement, c'est un mois de retenue de tout. Et c'est un mois, comme j'ai dit tout à l'heure, de recueil, c'est un mois d'apprentissage. Madrasa, Ramadan, c'est une école. Je vais rectifier tout ce que je faisais mal avant Ramadan pour qu'après Ramadan, il y ait une constante quand même. Je vais devoir suivre le train de vie. Ce sera pas la même au niveau de la foi, mais je ne serai pas loin de 7. Très bien, on va s'arrêter un court instant. C'est la dernière page publicitaire et on revient juste derrière pour se dire bye bye. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, c'est la fin de cette émission. On va la terminer en beauté avec Mohamed Samir, imam à Sevran, toujours en compagnie de nos amis chroniqueurs Jean-Guy Odou et Abdeslam Itache avec nous. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cette soirée en nous suivant jusqu'à cette heure tardive. Mohamed Samir, on va terminer cette émission sur l'accueil du Ramadan, comment vivre son Ramadan. Le Ramadan, ça sera soit vendredi, soit samedi, on verra. La lecture du Coran pendant le Ramadan. Bien. Tout en sachant que la lecture du Coran fait Shahr Ramadan, déjà il faut connaître l'appui bénéfique de la lecture. Déjà c'est un mois de lecture de Ramadan, de Coran. Tout en sachant qu'une lettre, en temps normal, si je fais par exemple Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, c'est 3 lettres. Et 3 lettres multipliées par 10, ça fait 30 lettres. Ramadan, quand c'est Ramadan, c'est 30 multiplié par 70. Alif Lam Mim, c'est 210 hasanat. Tu multiplies par 70 في Ramadan. النافلة تعدل الفريضة. Ça veut dire nafila, toute salat surrogatoire, elle équivaut à une salat obligatoire. C'est 27 degrés. Et celle qui est obligatoire, elle est multipliée par 70, 27 par 70. Donc là, ça démontre l'importance du Ramadan auprès de Dieu. Occasion, qui m'égoule l'arabe, occasion hasanat. C'est une occasion pleine de bienfaits de hasanat. Si tu veux effacer les péchés et créditer, repasser de l'autre côté, tu repasses créditeur, c'est le mois de Ramadan, justement. C'est le moment Fawzi. Exactement. Investir. Faire un bon investissement avec Allah subhanahu wa ta'ala. La dara lil mar'i illa ad-dar allati kana qabla al-maut yabniha. In banaha bi khairin taba maskanuh. C'est le backflow, Fawzi. Faut investir. C'est le moment. Investir dans l'immobilier au paradis, alors. Exactement. C'est ça, exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu préconises comme sourate à lire pendant le Ramadan? Al-Baqarah? Non, il faut lire tout le Coran. Il faut essayer de dire de ce... Non, justement, je vais donner la classification. Aujourd'hui, par exemple, je me prends un deal, je prends chaque salat. Déjà, je fais un pacte que toutes les prières, je vais essayer. Quand je ne travaille pas, bien sûr, je précise. C'est pas que je vais manquer au travail ou à l'école. Quand je ne travaille pas, je vais à la mosquée. Je vais faire l'effort de partir à la mosquée. J'arrive à la mosquée, je fais mes deux. C'est-à-dire que l'adhan, il faut que je l'écoute à la mosquée. Et takbirat al-ihram, quand il dit Allahu Akbar, je suis avec eux. Je ne viens pas au deuxième rak'at. Et j'étais en train de regarder un film où je venais de me réveiller. Non. Je vais essayer que toutes les takbirat al-ihram, dès qu'il dit Allahu Akbar, je me lance un défi. Et c'est ça qui va pouvoir m'encourager. Et c'est pour justement faire l'évaluation à la fin du Shahr Ramadan. Et chaque salat, 5 pages, pas plus. Entre chaque prière,
Je prends 5 pages qui va durer, allez, 12-13 minutes. Non. J'ai fait par exemple Dohr, j'ai fini Dohr, jusqu'au Asr, il y a quand même 3h30 ou 4 heures de temps. Sur les 4 heures, je lis 5 pages. L'autre prière, l'Asr, qui vient à 18h, je finis mon Asr, je prends le livre. J'étais à la 5e page, je fais 5, 10. Maghreb. Le Maghreb, il finit le Maghreb, 10, 15. J'ai fini l'Isha, 15, 20, je pars au Tarawih. J'ai lu quand même 20 pages par jour. Et dès que j'ai un moment, tiens, je prends le livre. J'élimine 4-5 pages. Mais avec le cœur. Je vais pas te demander de lire 22 pages. Ça ne sert à rien. Mais lis-moi 4-5. Investis-toi dans pourquoi Allah il m'a demandé ça. Pourquoi Allah il a fait ça. J'essaie de comprendre les versets que je lis. Je médite parce que c'est les paroles divines. Il faut que je vive mon mois de Ramadan. Et je le vis avec le Saint-Coran. Et je le vis aussi en pratiquant la prière. Et surtout le soir. Je mange peu. Mais je vais pas quand même faire la prière. Qiyam al-layl. Ça c'est important. Kamal ma'al imam. C'est très important. Je suis dans cette sphère, dans cette bulle de foi pour pouvoir bénéficier, parce que la foi en fait, la foi elle est là. Elle se fortifie, elle devient forte. Puis après elle commence à s'embellir. Une fois qu'elle atteint le seuil de la force, elle s'embellit. C'est tellement beau que tu dis, mais je ne peux pas descendre. J'étais à 9 de moyenne. Je ne peux pas me retrouver à 6. C'est pas possible, ça me plaît pas. Ça peut pas me ressembler. Et je remonte tout de suite. On a, si tu veux, on a formaté les gens à une zone de confort. Écoutez, tranquillement, juste, tu jeûnes pendant la journée, tu manges, et c'est bien. Le soir, on se fait une chicha, on va à Paname et tout et tout. C'est bien quand tu fais toutes les adorations et tu as le temps pour ça, tu peux le faire. Mais si tu n'as pas fait toutes les formes d'adoration et tu vas pour une chicha, c'est que moi, je me dis que tu ne jeûnes que pour la diète. Exactement. On va s'arrêter là. C'est la fin de cette émission. Merci à toi, Mohamed Samir, d'être passé nous voir. Je rappelle que tu es imam à Sevran, Rougemont, c'est ça? Les Rougemont, exactement. Voilà. Abdeslam, merci d'être passé. Jean-Guy, on se retrouve aussi. Merci Abdeslam et merci beaucoup. Bon Ramadan à vous tous et à vous toutes également, si vous nous écoutez. France Maghreb 2, évidemment, se met au diapason avec des programmes spéciaux tout au long de ce mois béni. Et on se retrouvera donc dans la joie, la bonne humeur et la méditation. Salut, ciao, ciao. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.